Merci, messieurs Reda Benjeloun, fondateur et PDG de Hightech, d'être avec nous sur ce plateau de BPI France pour cet événement Inspire and Connect. Et vous êtes accompagné d'Alexis John Haï, qui est le directeur général Afrique de l'Ouest de HEC Paris. Et vous êtes venu nous parler d'un programme qui s'appelle Challenge Plus. C'est quoi ce programme Challenge Plus ? Déjà, merci à vous de nous avoir invités aujourd'hui. Et en fait, le programme Challenge Plus, c'est vraiment à propos justement par rapport à l'événement que vous faites aujourd'hui, Inspire and Connect, qui consiste justement à réunir un certain nombre d'entrepreneurs. Donc le programme Challenge Plus, qui est un programme qui existe depuis 30 ans en France et qui a été initié par HEC Paris, est lancé en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, donc plus généralement même en Afrique francophone, et est destiné à accompagner des jeunes entrepreneurs, des startups ou alors des entrepreneurs qui sont vraiment en période d'incubation pour les aider à construire justement des entreprises qui gagnent. Donc leur donner toute la structure dont ils ont besoin pour pouvoir monter un business plan en fait consistant, une stratégie et avoir les skills qui leur permettra de réussir à s'implanter dans les pays dans lesquels ils sont présents. Alors justement, Alexis John Haï, des entreprises qui gagnent, HEC est derrière pour les soutenir, pour les accompagner. Vous nous en dites plus ? Oui, merci beaucoup madame. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour pouvoir partager cet engagement que nous avons pour l'Afrique. Le bureau HEC Paris pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, inauguré il y a 3 ans, croit fondamentalement qu'il faut renforcer le leadership en Afrique. Juste là, nous dispensons des programmes style Executive MBA, mais également des programmes à destination des plus jeunes, où nous sourçons des étudiants pour pouvoir intégrer notre campus à Paris. Mais nous croyons fortement à l'égalité des chances et à la capacité à ce que on peut atteindre le sommet par l'entrepreneuriat également. Donc non pas seulement par des programmes pour dirigeants, mais également par l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, en fait, comme disait Reda, depuis 30 ans, ce programme a été lancé en France et a eu des succès. Et en lançant ce programme, en décidant de lancer ce programme en Afrique, c'est pour rajouter un maillon nécessaire à l'écosystème entrepreneurial. Et justement, quelle est la genèse de ce programme ? Parce que c'est un vrai challenge aussi quand on voit un petit peu à quoi ressemble le milieu de la formation en Afrique de l'Ouest. C'est un vrai challenge justement. Écoutez, moi j'analyse la chose vraiment de manière beaucoup plus pragmatique en me disant qu'aujourd'hui en Afrique, on a des talents, on a des opportunités, on a des ressources, on manque juste de leadership. Et le programme Challenge Plus, c'est vraiment donner les skills à des personnes qui ont des idées brillantes dans un continent qui est plein d'opportunités, mais qui manque de structure pour mener à bien les projets et justement impacter le continent. Parce qu'en créant de la valeur et en créant des entreprises qui gagnent, on crée des emplois, on paye des taxes et avec ces taxes, les gouvernements peuvent faire des universités, créer des hôpitaux, etc., etc., etc. Et pour compléter, je dirais, quand vous voyez un écosystème entrepreneurial, vous avez des startups, vous avez des bailleurs comme vous avez des organismes comme BPI, mais ce qui manque généralement, c'est les structures d'accompagnement. Et ces structures d'accompagnement ont besoin de s'appuyer sur des programmes d'accompagnement. Et ce type de programme, c'est un programme d'accompagnement de start-up. Et donc, que vous adaptez au terrain ouest-africain. Est-ce que ce n'est pas un challenge justement de les adapter C'est heureux de dire parce que comme je vous dis, le programme existe depuis 30 ans en France. Mais nous l'adaptons dans cette réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que Reda Benjeloun a été nommé co-directeur académique de ce programme. Il est PDG, il est entrepreneur, il a créé une start-up depuis Justement, j'allais dire, c'est une autre casquette. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, c'est dans cette logique d'adaptation. Donc le programme n'est pas porté que par les professeurs d'HEC Paris, c'est porté par des entrepreneurs de la zone. C'est porté par des experts, c'est porté par des personnes et des parties prenantes qui comprennent cet environnement et dont le programme est contextualisé à l'environnement pour pouvoir avoir du succès. Donc c'est vraiment et justement, vous êtes en pleine recherche de partenaires et c'est l'occasion lors de cette journée BPI Inspire Connect. Un petit mot rapidement pour qu'ils aient envie de vous suivre dans cette aventure. Écoutez, moi je recommande aux partenaires que nous recherchons de nous accompagner, si du moins ils veulent aligner les mots avec les actes. Parce que quoi de mieux pour quelqu'un qui cherche réellement à créer des entreprises qui gagnent, à accompagner en fait cette dynamique positive et cet afro-optimisme, que d'accompagner ce type de programme qui est un programme très concret, les pieds sur terre, les yeux vers l'horizon.
Eh bien, merci beaucoup. On espère que justement, vous trouverez ces partenaires-là qui vous accompagneront. Je vous remercie déjà. Je vous remercie de nous avoir, d'être venu sur le plateau de Inspire and Connect. Reda Benjeloun, fondateur de PDG de Hightech, et Alexis John Haï, directeur général Afrique de l'Ouest de HEC Paris. Merci et restez connectés et inspirés tout au long de l'événement. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à cet événement BPI France Inspire and Connect, un événement unique pour BPI France sur le continent africain, et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir autour de cette table Monsieur Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, donc de la République française, et vous, Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. Alors on commence par l'événement de ce matin sur la scène Inspire. Monsieur le ministre, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, merci. Mes premières impressions sont excellentes. D'abord, le fait d'accueillir un tel événement inaugural au niveau de la Côte d'Ivoire, pour nous, c'est une opportunité excellente que nous voyons comme espoir pour le futur de la coopération entre les entreprises ivoiriennes et les entreprises françaises. Au cours des discussions, il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites, notamment en matière de financement, opportunités de financement, parce que comme vous savez, plus de 90% des entreprises au niveau de la Côte d'Ivoire, ce sont en fait des PME. Et ces PME sont confrontées à des problèmes de financement. Avec tout ce qui a été dit, nous voyons qu'il y a effectivement une possibilité en fait de régler ce problème de financement de façon définitive. Nous avons bien sûr mis en place des dispositifs ici qui peuvent être renforcés avec l'apport de BPI France, avec un engagement plus fort des entreprises françaises auprès de leurs homologues ivoiriens. On a beaucoup parlé de partenariat public-privé, on a parlé également de joint venture, on a parlé aussi de développement du capital humain. Tout ça sont des questions importantes. Et ce que je souhaite simplement, c'est qu'au sortir de cet événement, nous puissions mettre en place un dispositif de suivi pour nous assurer que tout ce qui a été dit ici puisse être concrétisé dans un avenir très proche. Alors, Monsieur Franck Riester, justement, vous parliez ce matin sur la scène Inspire de la reprise économique entre les entreprises françaises et les entreprises africaines, et notamment ivoiriennes, qui est le pays hôte. Comment ça pourrait se traduire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir d'un événement comme celui-ci? D'abord, je suis absolument convaincu que c'est un moment clé pour accélérer la reprise, tant ici en Côte d'Ivoire, en Afrique qu'en France. Certaines zones ont déjà repris dans le monde avec beaucoup d'énergie, je pense à l'Asie. Et même si la Côte d'Ivoire a su prendre les décisions pendant la crise sanitaire pour être résilient et pour pouvoir avoir une croissance assez exceptionnelle malgré la crise Covid, il n'en reste pas moins vrai qu'il faut accélérer. Et que les partenariats qui peuvent se nouer à travers un événement comme celui-là, en rapprochant, connectant les entrepreneurs français et entrepreneurs ivoiriens sur des projets de partenariat audacieux dans différents secteurs d'activité, peut être un élément clé pour l'accélération de la reprise en France et en Afrique. Je suis venu avec une délégation de chefs d'entreprise, du MEDEF International, de l'accélérateur BPI France et Business France, des chefs d'entreprise qui veulent investir ici en Afrique, augmenter leurs investissements en trouvant des partenariats avec des entrepreneurs africains. Parce que c'est ça la clé, il nous semble, de notre relation entre Côte d'Ivoire et France, et plus largement entre l'Afrique et la France. Oui. C'est un partenariat gagnant-gagnant sur le temps long, en ayant un New Deal de financement qui passe par le financement des économies, mais qui passe aussi par le financement de l'entrepreneuriat. Et nous pensons qu'avec BPI France, avec un certain nombre d'autres outils, le Proparco, Business France, nous pouvons accompagner le financement des entrepreneurs ivoiriens. Et je crois que c'était tout à fait clair, net, inspirant, enthousiasmant tout à l'heure, et ça va continuer toute la journée. Alors justement, Nicolas Dufourcq, BPI France a voulu un événement qui inspire et qui connecte, et on va le voir tout au long de cette journée. Mais il y a aussi l'idée d'avoir l'audace d'entreprendre. C'est ça le thème de cet événement.
l'audace d'entreprendre en Afrique, en France? Absolument. Je pense qu'on est à un moment de l'histoire où on va vers une vague entrepreneuriale mondiale extraordinaire. Je pense que très peu de pays ont trouvé la solution pour financer des jeunes entrepreneurs audacieux qui sont à la frontière entre l'informel et le formel. On n'a pas encore vraiment trouvé. Et ce que je voulais dire au ministre des Finances hier et au Premier ministre quand nous nous sommes vus, c'est que je pense que BPI France a quelques ingrédients de la sauce secrète. Et que, avec tout le cœur qu'on peut mettre à votre disposition, on est là pour tenter de construire un outil. Et en tout cas, il faut le trouver. Il faut le trouver parce que la quantité d'entrepreneurs qui vont avoir besoin de financement et de petits financements sur des durées raisonnables pour monter leurs entreprises, cette quantité, personne n'a jamais vécu ça dans l'histoire du monde. Jamais. Et donc il faut qu'on trouve. Hein. Parce que si on ne trouve pas, c'était quand même extrêmement clairement dit ce matin dans les tables rondes, on va au-devant de très graves problèmes. Voilà. Donc BPI France est à la disposition du gouvernement ivoirien pour essayer de tricoter. C'est vous qui le ferez, hein, c'est pas nous, mais une solution de financement pour ces catégories-là. D'accord. Monsieur le ministre, vous parliez ce matin des petits entrepreneurs qui, en Côte d'Ivoire notamment, qui sont très dynamiques, n'ont pas forcément besoin de grands financements. C'est peut-être un appel aussi à BPI pour dire que tout le monde ne demande pas forcément des financements exceptionnels. Qu'est-ce qu'on peut imaginer autour de ça ? Écoutez, moi je pense que l'expérience de BPI en France est très inspirante. J'ai eu à échanger depuis hier avec le DG. Et il a partagé avec moi une expérience dont on parle régulièrement depuis hier. Tout à l'heure encore, je lui disais que je suis impressionné que vous ayez pu en fait faire des prêts à hauteur de 400 millions d'euros à 80 000 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, et dans un délai d'une année. Je dis que si on peut s'inspirer de ça pour mettre le même dispositif au niveau de la Côte d'Ivoire, on aura réglé en tout cas l'essentiel des problèmes. Parce que comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus, nous avons mis en place des petits dispositifs en matière de fonds de garantie, lignes de garantie au niveau des banques avec la Société financière internationale. Mais ce sont des dispositifs qui ont besoin d'être renforcés, d'être accompagnés pour pouvoir répondre en fait aux attentes de toute cette masse de jeunes entrepreneurs. Nous avons vraiment besoin d'aller très vite sur ces sujets-là. Mais je voudrais dire quand même que dans la salle tout à l'heure, vous avez vu une masse critique de talent, une masse critique d'intelligence. Si on met tout ça en synergie, c'est sûr que nous allons arriver à changer véritablement la Côte d'Ivoire, changer l'Afrique de l'Ouest et changer l'Afrique et pourquoi pas le monde. Essayer d'aller au-delà de la zone UMOA, tout un challenge, un défi. Franck Riester, l'enjeu de cette relation avec l'Afrique, une relation économique, comment aujourd'hui on peut imaginer les pages de demain? Comment est-ce qu'on l'écrit? On sort tous de cette crise Covid-19 assez épuisée et encore la bataille n'est pas terminée. Mais pourtant il faut créer, il faut continuer de créer, il faut continuer d'entreprendre. Ce que j'ai ressenti vraiment très fortement ce matin, c'est qu'on est ensemble. On est ensemble à relever les défis qui sont finalement des défis assez communs. Que nous partageons, le défi de la jeunesse, le défi de la formation de la jeunesse. Oui. Comment réussir à ce que des jeunes qui sont décrochés du parcours scolaire, ici en Côte d'Ivoire, là en France, puissent malgré tout bénéficier d'une formation pour avoir un métier qui leur ouvrira la porte d'un emploi. La question du financement des entrepreneurs. Comment on arrive en France, comment on arrive en Côte d'Ivoire à relever la question du financement des entrepreneurs et cette audace entrepreneuriale, de cette créativité folle, de cette ambition qui est de plus en plus importante en Côte d'Ivoire et en France pour réussir les rêves entrepreneuriaux de toutes ces personnes. Et ces défis-là, si on est ensemble pour les relever, on va les gagner. Parce qu'on a tant à apprendre mutuellement des uns des autres. Et c'est ce qu'à travers des rencontres comme celle-là, on essaye de favoriser. Et c'est pour ça que je remercie encore BPI France d'avoir organisé un tel événement ici à Abidjan, parce qu'on voulait qu'en Afrique, ici à Abidjan, ce type d'événement puisse s'organiser
tout de suite après la crise Covid pour accélérer la reprise et réussir à relever les déficits importants dont on parlait à l'instant. Merci Monsieur Koulibaly, je vais vous donner le mot de la fin. Une journée comme celle-ci, c'est une journée dont on va se souvenir. Écoutez, c'est une journée extrêmement importante pour nous, je l'ai dit. Nous considérons que le choix de la Côte d'Ivoire déjà pour abriter un tel événement, qui est un événement inaugural en tout cas sur le continent, parce que c'est la première fois qu'un tel événement se tient sur le continent. Le choix d'Abidjan est juste et je voudrais remercier donc les initiateurs du choix d'Abidjan et dire effectivement que nous avons ici un environnement des affaires qui est assez porteur, assez incitatif et assez propice au développement des affaires. Je pense que toutes les entreprises qui sont venues de France peuvent, dans les échanges avec leurs homologues ici, se rendre compte qu'on peut faire des affaires ici. On peut faire des affaires ici, il y a de l'argent à gagner, il faut simplement oser, il faut avoir de l'audace. Oser entreprendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur le Ministre. Merci messieurs, on va se retrouver le reste de la journée. Monsieur le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, vous êtes aussi porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Merci d'être avec nous. À vos côtés, on a Papa Amadou Sarr, ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes du Sénégal, et Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. Vous êtes toujours avec nous. Alors cette journée a plutôt bien commencé. Et vous étiez sur la scène Inspire ce matin. Monsieur Mamadou Touré, qu'est-ce que vous avez retenu de ces premiers moments de cette journée BPI France? D'abord, la qualité des personnalités qui sont intervenues ce matin, la richesse des interventions et surtout un message très clair, donc sur une option très claire, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est plus qu'une nécessité donc, dans nos pays africains. Maintenant, il y a des freins à lever, il y a des réformes à faire, et que ce soit le secteur privé ou le pouvoir public, nous avons pu échanger et nous avons pu identifier justement toutes les pistes à explorer pour aller un peu plus loin. Et ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une niche d'opportunités en Afrique, et si la volonté politique y est et qu'il y a la mobilisation de tous, il n'y a pas de raison que ces jeunes Africains qui rêvent d'entreprendre ne puissent pas le faire dans les meilleures conditions. Alors justement, la jeunesse africaine, Papa Amadou Sarr, vous, dans votre ministère, vous l'accompagnez. L'entrepreneuriat rapide, on se dit que c'est accéléré, une formation accélérée, un accompagnement accéléré. Alors, l'entrepreneuriat rapide, ce n'est rien d'autre qu'un concept qui vise à accompagner les jeunes, à créer leur entreprise, à avoir la formation qu'il veut et le financement qu'il faut en moins de mois. Tu rentres, on te crée ton registre de commerce et ton INEA en une journée, aujourd'hui dématérialisé sur smartphone, et le financement jusqu'à 1 million de francs CFA, 1 500 € est traité en process rapide, c'est-à-dire c'est du scoring, on ne voit même pas la personne, parce qu'on fait confiance aux jeunes entrepreneurs femmes pour leur permettre d'avoir un premier emploi ou être auto-entrepreneur. Après, quand ça va jusqu'à 10 millions, 15 millions, 20 millions de francs CFA, 50 000 €, là, il y a des risqueurs et autres analystes qui étudient un peu plus. Mais tout ça, l'instruction que je donne aux équipes, aux directeurs de risque, aux directeurs d'investissement, c'est pas plus de 2 semaines. La réponse à l'entrepreneur, c'est en 1 mois. C'est les instructions que j'ai reçues du président de la République, sinon je suivirai. Nicolas Dufourcq, la jeunesse ouest-africaine, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse sénégalaise, eh bien, elle est connectée, mais il faut aussi qu'elle soit inspirée. C'est aussi l'importance d'un événement comme celui-ci, aujourd'hui. Oui, non, mais il y a un changement culturel qui est à l'œuvre, qui est incroyable. Et effectivement, il faut que les rôles modèles, comme on dit, changent. C'est-à-dire que les héros doivent devenir les entrepreneurs. Ceux qu'on doit voir à la télévision, ça doit être les entrepreneurs. Oui. Ceux qu'on doit désirer ressembler, ça doit être les entrepreneurs. Donc c'est une vraie révolution et qui conduit à une révolution du financement. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut que les projets soient financés.
On ne peut pas imaginer que des millions et des millions en Afrique d'entrepreneurs vont pouvoir réellement faire grandir des entreprises si on est toujours sur le crédit à 6 mois, 16-17%. C'est impossible. Impossible. Donc il faut qu'on trouve la solution d'une révolution du financement des entrepreneurs africains. Et Indispensable. justement, sur le financement, face à une jeunesse qui a envie d'entreprendre, mais parfois il y a un manque de confiance, ils ne se sentent pas forcément légitimes de demander un prêt ou de demander à être accompagnés. Qu'est-ce que vous leur dites, Mamadou Touré? Est-ce qu'ils peuvent facilement venir frapper à la porte d'un ministère et demander à être accompagnés? Comment ça se passe concrètement? D'abord, il faut reconnaître, et ça a été dit par mon ami Pape Sall, que les banques ne financent pas. Les banques, au niveau local, financent très peu les initiatives des jeunes. Donc la réponse concrète que le gouvernement ivoirien a trouvée, c'est de créer au sein d'une banque un fonds de garantie qui permet maintenant à la banque de financer les projets des jeunes. Mais durablement, je pense qu'un vrai dialogue doit donc avoir lieu entre les structures bancaires et les pouvoirs publics pour lever tous les freins justement. Parce que ces jeunes, malgré leur potentiel, malgré les idées qui souvent sont des idées innovantes, ne pourront pas prospérer s'il n'y a pas un mécanisme. Et le gouvernement ne peut pas financer. Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Le gouvernement crée l'environnement, le gouvernement mobilise les initiatives, mais il faut que le secteur privé joue réellement son rôle, notamment les banques, dans l'accompagnement de ces initiatives. Justement, les partenariats peuvent être là, secteur privé-public. Est-ce que, par exemple, au Sénégal, vous travaillez sur ces questions-là? Oui, il est essentiel ce partenariat public-privé pour les entrepreneurs pour avoir des débouchés. Un exemple concret, aujourd'hui, nous avons financé pour 5 millions d'euros le financement de la filière sel. Et les acteurs, les femmes entrepreneurs qui produisent le sel, qui sont accompagnés, qui nettoient, qui mettent dans des sacs, il y a un entrepreneur à côté, pâtissienne au maïs, qui vient récupérer ce sel, qui l'exporte au Nigeria, en Côte d'Ivoire, etc. Et d'autres secteurs, dans l'arachide, dans l'huile, on produit l'arachide, Copperol, l'entreprise française, vient récupérer l'arachide pour structurer et vendre. Donc il y a ce maillon qui est obligatoire, qui existe entre le privé et le public. Et je terminerai par la BPI, qui aujourd'hui nous accompagne pour la transformation. Et je le disais au ministre Franck Riester, la Banque publique d'investissement française doit être une banque publique internationale pour accompagner les autres pays à impulser la même dynamique. Parce que ça a marché là-bas et ça peut marcher en Afrique. Nicolas Dufault, vous entendez l'appel du ministre Papa Amadou Sarr. Qu'est-ce que vous pouvez justement dire au nom de la BPI? Ce que je dis au ministre, et je l'ai redit hier au Premier ministre, c'est ma conviction absolue qu'une banque construite par des entrepreneurs dans le périmètre de l'État, mais autonome par rapport à l'État, oui, mais financée par l'État. Absolument. Parce que ce qui est une particularité. Il faut financer le risque, mais dirigée par des gens qui viennent du secteur privé, tous. Il n'y a pas un fonctionnaire dans la Banque publique d'investissement. Ouais. C'est que des gens qui viennent du privé, qui ont été entrepreneurs, oui, qui viennent des banques privées, qui viennent des fonds d'investissement privés, qui y retourneront. Absolument. Qui y retourneront. Tout ça, donc c'est la frontière entre le privé et le public, elle n'existe plus. Ouais. Il y a simplement une banque qui fonctionne comme une banque privée, qui est régulée par la Banque centrale européenne, mais qui a des missions d'intérêt général. Elle reçoit des dotations publiques pour couvrir du risque. Et comme elle couvre le risque, elle pousse les lignes de toutes les autres banques. Absolument. Les autres banques se disent c'est impossible, elles voient que c'est possible, Oui. elles nous accompagnent. C'est ce qu'on appelle les effets de second rang. Donc on tire tout le monde bancaire vers le financement du risque. Et c'est comme ça que ça marche. Si je peux dire un mot, Je vous en ça prie. me parle. Quand on a lancé la DER il y a 3 ans, les banques nous fuyaient. Aujourd'hui, les banques tapent à ma porte pour financer la campagne de commercialisation de l'anacarde. Avec une garantie de 5 millions d'euros, j'ai pu lever 15 millions d'euros. Et il y a 3 ans, c'était inimaginable. Ni Ecobank, ni BOA, ni la BND ne l'osaient. Aujourd'hui, ils l'osent. Et l'État a mis en place cet instrument. Et comme il a dit, autonome. Je ne suis pas fonctionnaire. J'ai mon secrétaire général qui est fonctionnaire pour les textes, mais tout le reste, les banquiers, les agriculteurs, les ingénieurs,
les artisans. C'est eux qui dessinent et le président de la République ne prend pas le téléphone pour me dire « Pape, tu finances un tel ou tel » parce qu'il sait que c'est un refus. Et donc j'ai dit au Premier ministre hier qu'il fallait que les entrepreneurs ivoiriens donnent un énorme coup de main au gouvernement. Et justement, Mamadou Touré... Et pas l'inverse. Oui. Et justement, Mamadou Touré, quand vous entendez une expérience comme celle-ci, quand vous entendez la volonté de la BPI de pousser la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous accueillez toute cette énergie d'entreprendre justement, de prendre des risques? Mais favorablement. D'ailleurs, j'ai eu il y a quelques semaines ou mois à discuter avec Pape et il est question qu'on essaie de voir comment mutualiser l'expérience ivoirienne et sénégalaise. Et pour nous, cette initiative de BPI France est une opportunité. D'ailleurs, dans le cadre du programme Pass Africa, mon ministère donc, a signé une convention avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique et nous allons donc expérimenter ensemble l'accompagnement de ces entrepreneurs mais qui sont au niveau de la diaspora ivoirienne et qui veulent venir investir donc, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup messieurs d'avoir été sur ce plateau. Inspire Connect continue Merci toute beaucoup. la journée. Mariama Camara, vous êtes la fondatrice PDG Canafrique. Vous avez assisté ce matin à la scène Inspire. J'espère que ça vous a inspiré. Je suis très inspirée. Je dois dire que là, je suis tellement inspirée d'aller travailler, de faire encore plus de choses que je suis en train de faire. Alors justement, vous êtes la PDG de Canafrique. Vous nous en dites un peu plus. Qu'est-ce que Canafrique? Canafrique veut dire femme d'Afrique. Femme d'Afrique parce que moi j'adore l'autonomisation de la femme africaine, j'adore investir sur la femme africaine. Donc je voulais créer une société qui pouvait marquer que la femme africaine est capable de faire des bonnes choses, des grandes choses. Alors justement, vous vous inscrivez dans le durable, dans la qualité naturelle. C'est fabriqué sur le continent, pour le continent. Quelle est l'inspiration derrière ça? Comment est-ce que vous en êtes venu à créer, à travailler pour que ce soit une entreprise qui vient du continent à 100%? Parce qu'après 20 ans, j'ai vécu 20 ans aux États-Unis, j'ai pu voyager et partout où je pars, je ne voyais pas qu'il y avait des produits africains représentés d'une manière bien. Et aussi, j'ai pensé à la jeunesse africaine qui est là et tout le potentiel qu'on a. Donc pour moi, je voulais créer une société qui est faite en Afrique par les Africains, pour que le monde entier puisse respecter les produits africains, mais surtout de mettre en avant la matière première africaine. Alors c'est un défi quand même de vouloir tout produire sur le continent. Quels sont les obstacles par exemple que vous avez pu rencontrer? Moi je pense que les obstacles pour moi, pour le moment, c'est de vraiment convaincre la population africaine qu'une chaîne de magasins durables peut être faite ici en Afrique pour représenter notre continent et tous les pays africains dans un seul magasin et que ça peut être quelque chose qui peut réussir et continuer pour plus longtemps. Parce que beaucoup de gens me disent quand ils viennent au magasin, est-ce que ça va durer? On espère que ça va durer. Donc moi je pense que ça c'est un petit challenge. Mais moi, l'entrepreneur que je suis, j'ai pas froid aux yeux, donc je pense vraiment que ça va arriver. Et justement, femme entrepreneur sur le continent, dans un domaine qui est les magasins durables. Est-ce que ça a pris facilement? Est-ce que vous pensez qu'il y a une culture, un état d'esprit déjà, une place de fait pour ce genre d'entreprise? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui la durabilité déjà, pour moi je pense que ce n'est pas une mode, c'est une réalité. C'est une réalité. Quand moi je regarde aujourd'hui les inondations, les pluies, et je me dis il faut qu'on fasse quelque chose. Quand je regarde les plages africaines avec tous les plastiques qui sont là-bas, il faut vraiment une éducation. Et qu'en Afrique, pour moi, ce n'est pas juste une entreprise, c'est aussi une société qui éduque la population sur ce qui se passe. Par exemple, on utilise les pots qui sont recyclables et chaque fois qu'un client achète 5 produits à Canafrique, quand tu ramènes les pots, tu as un produit gratuit. Donc on est en train de les encourager à vraiment se lancer dans la durabilité, mais à les éduquer que l'Afrique peut vraiment être le continent qui peut développer ce genre de projet. Alors, ce matin, vous étiez sur la scène Inspire. Cette journée se veut d'inspiration et de connexion. Quels sont le genre de connexion qu'une journée comme celle-ci peut vous apporter, par exemple? Vous pouvez répéter la question? Quels sont le genre d'inspiration et de connexion qu'une journée comme celle-ci peut vous apporter? Moi, je pense que je ne suis pas encore passée sur scène, je dois parler tout à l'heure,
Mais les gens que j'ai déjà vus sur scène, ils m'ont beaucoup inspiré. J'ai vu le ministre qui a parlé, j'ai vu la délégation sénégalaise qui a vraiment dit que les banques aujourd'hui ne prêtent pas aux jeunes, ils ne prêtent pas aux femmes et aux pauvres. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui a vraiment cliqué dans ma tête. Et moi, tout à l'heure, je vais parler de ça parce que moi, j'adore défendre la cause des femmes. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose déjà qu'on doit changer. Parce que quand on donne l'opportunité à la femme pour réussir, ça peut faire beaucoup de choses. Moi, je suis une jeune africaine. Regardez ce que je fais aujourd'hui. Une inspiration pour les femmes entrepreneurs du continent. Merci beaucoup Mariama Camara, fondatrice et PDG de Canafrique. Merci et belle journée sur la suite du campus BPI. Merci à toi aussi, merci de m'avoir invité. Merci Alexis Frédéric. Vous êtes en charge du développement international à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau Inspire and Connect. Vous avez déjà assisté à la première scène de ce matin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? L'état d'esprit inspiré, c'est la première étape de l'entreprise, puisqu'on a tout cet aspect humain qui permet de porter en fait un futur. Et ça, c'est tout à fait dans l'ADN de notre institution. Et puis Connect, là c'est la mise en œuvre parfaite grâce à BPI notamment et Business France, puisque ici, là, on voit enfin des partenariats naître. Et pour moi, c'est l'idéal, c'est le commencement d'une grande aventure. La continuité plutôt d'une grande aventure entre l'Afrique, son futur, et l'Europe et la France en particulier. Alors, vous allez nous en dire un peu plus sur justement ce qui est en train de développer et qui constitue en fait l'ADN de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. L'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, c'est l'ADN de votre institut? Alors, c'est l'Institut national polytechnique qui regroupe plusieurs filières d'ingénieurs, de haut niveau, puisque c'est une grande école, que ce soit côté école de commerce, que ce soit ingénierie informatique, électronique, les mines, l'agronomie, l'agriculture, le BTP. Et dans cet ensemble-là, l'hybridation de compétences, c'est-à-dire la capacité en fait de monter des passerelles entre toutes ces filières-là, naturellement nous a emmenés à l'esprit d'entreprise. Puisque l'entrepreneuriat, d'une manière générale, c'est la mise en symbiose en fait, de plusieurs compétences. Et nous sommes à Yamoussoukro, mais sur le même campus, sur le même site, nous avons toutes ces grandes écoles. Et donc, avec tous nos partenaires internationaux, que ce soit HEC, Polytechnique Paris, ESTP Paris, Paris Dauphine, et ainsi de suite, j'en oublie forcément, j'espère qu'ils me pardonneront. Eh bien, nous avons une vraie vocation de permettre l'émergence, l'essor, d'une forme de Silicon Valley, d'une forme d'incubateur, mais au niveau africain, avec pour base Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, voilà, et Abidjan en relais, bien évidemment. Alors, vous parliez tout à l'heure de Yamoussoukro, qui pourrait être ou va être le premier maillon de la future technopole. Justement, vous nous en dites plus? L'avantage d'être un peu délocalisé comme ça par rapport à Abidjan, c'est dans le cursus de formation, dans le cursus de construction en fait, d'un état d'esprit, ça permet aussi, c'est pas un entre-soi, c'est plutôt une synergie positive, une émulation, un effet de corps qui fait que finalement, on a une antenne à Abidjan. Mais pour ce qui est de la création d'entreprise et l'incubateur qu'on est en train de mettre en place, un incubateur qui devrait accueillir une centaine de sociétés quand même, on a vu les choses en grand, qui devrait commencer à tourner à partir de l'année prochaine. Et bien là, le fait d'être un petit peu détaché d'Abidjan nous permet d'avoir une première étape de 6 mois très porteuse, puisqu'on a une vision 360 et d'avoir tous les corps de métier, toutes les compétences au même endroit. Ça permet des petites sauts de puce comme ça qui vont nous permettre de former des groupes, des équipes, pas des groupes, des équipes qui, elles, sont le cœur même de la création d'entreprise.
Merci beaucoup Alexis Frédéric. Vous êtes le chargé du développement international à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Je vous souhaite une belle journée sur merci à vous, merci de nous avoir toutes reçus. les activités et je vais forcément d'Inspire profiter Connect. parfaitement de cette journée. Merci, au Merci. revoir, à bientôt. Aurélien Duval-Delors, fondateur et PDG de Bizao, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau Inspire and Connect. Et vous êtes accompagné d'Habib Bamba, directeur de la transformation du digital et des médias chez Orange. Bonjour. Alors, Inspire and Connect, la première question pour vous deux, qu'est-ce qui vous connecte? Parce qu'il me semble qu'il y a une petite histoire derrière. Oui, bonjour. Tout à fait, on a une histoire assez particulière qui nous connecte, Habib et moi. À savoir, je suis donc le fondateur de la start-up Bizao, qui est une fintech qui opère dans beaucoup de pays d'Afrique. Mais cette start-up est née chez Orange, en fait. J'étais entrepreneur chez Orange en 2017 et le groupe m'a accompagné pendant 2 ans avant de me laisser en fait, vivre ma vie d'entrepreneur et voler de mes propres ailes pour finalement rester un partenaire privilégié du groupe Orange en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays. Donc c'est une belle histoire de collaboration start-up et grand groupe. Tout à fait. J'ai eu l'occasion justement de croiser, d'échanger avec Aurélien lorsqu'il était encore intrapreneur chez Orange. Et justement, nous avons démarré la collaboration à ce moment-là. Et finalement, je pense que c'est un bel exemple du fruit de certains des programmes qu'on a pu initier, le programme intrapreneur, nos programmes d'accélération de start-up. Et derrière, finalement, maintenant, ils ne sont plus... Tant que c'est une start-up, ils sont en train de grossir et on devient maintenant le partenariat devient de plus en plus d'égal à égal. Donc voilà, je pense que c'est une belle success story et qui rentre tout à fait dans l'esprit d'Inspire and Connect. Alors justement, vous avez assisté à la scène Inspire ce matin. Qu'est-ce qui vous a inspiré? On voit qu'il y a un formidable dynamisme en ce moment dans l'écosystème entrepreneurial, aussi bien en France qu'en Afrique. Moi je suis français, mais j'ai décidé de créer une entreprise en Afrique. Je pense qu'on est aussi un bon exemple finalement de cette collaboration. En fait, on est à 45 chez Bizao, on doit être une dizaine à Paris, dont la moitié d'ailleurs sont d'origine africaine. Et ensuite, tout le reste de nos effectifs sont à Dakar, à Abidjan, à Douala. Et voilà, on est vraiment un des exemples de ce que pourrait être demain beaucoup d'autres startups, à savoir un mix de compétences de part et d'autre des 2 continents, avec à la fois des talents ou des connexions business ou un accès au capital, il faut se dire les choses clairement, qui vient encore beaucoup de l'Europe, et puis énormément de talents et de compétences locales. Nous ici, tout le produit, le marketing, tous les sales et même la technique sont en Afrique pour Bizao. On a fait un pari qui se révèle extrêmement intéressant. Et puis voilà, je pense qu'on va essayer d'inspirer d'autres entrepreneurs de faire de même. Habib Bamba, ce matin, la scène Inspire, il y a eu de très belles interventions. Vous avez été marqué par lesquelles, par exemple? Je dirais peut-être celle de Laurine Kwasi qui a parlé un peu de sa start-up autour finalement de l'environnement de la mode. On l'a connue par le passé au sein des Venture Capitals et aujourd'hui elle revient en tant qu'entrepreneur avec justement cette plateforme pour la mode. Et je pense qu'on a eu l'occasion justement d'échanger juste après cette belle intervention et on doit se rencontrer derrière justement parce que je pense que voilà, nous à Orange et notamment à travers Orange Fab, notre accélérateur de start-up, l'idée c'est vraiment d'accompagner tout cet écosystème et je pense que l'idée pour nous d'être là, on a apprécié cette matinée parce que c'est vraiment un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ce que nous essayons de faire. Aujourd'hui, finalement, on accompagne tout l'écosystème entrepreneurial et on participe également, je suis par exemple vice-président d'Afrinch Tech, etc. On a reçu BPI France ce lundi à Orange Digital Center où ils ont pu voir des démos de nos startups, ils ont pu voir des démos des jeunes de la Digital Academy qui ont des projets à présenter et c'est vraiment intéressant parce que tous ces acteurs-là qui arrivent, qui ont des idées, c'est important justement d'ouvrir les opportunités et c'est vraiment dans l'esprit que nous sommes aujourd'hui et sur cette semaine. Alors, vous parliez de mixité, justement, Aurélien Duval-Delors. Cette mixité, elle rencontre aussi des défis, forcément. Lesquels, par exemple? Alors, au sujet de la parité homme-femme, chez Bizao,
on s'en tire pas trop mal. Orange aussi est un bon exemple. Mais à notre échelle, il se trouve que la directrice technique, enfin, le directeur technique est une directrice technique, Natacha Ndimban, franco-togolaise, qui du coup a beaucoup à cœur d'embaucher des femmes ingénieurs à Dakar. Donc il y en a un certain nombre dans notre équipe. On a aussi des commerciales, on a aussi des femmes qui sont dans nos équipes juridiques, dans nos équipes finances. Je dirais qu'on doit être à 40% de parité en ce moment. On va essayer de respecter les 50%. Et c'est vrai que c'est très important. Enfin, moi, j'y attire une grande importance parce que je vois un équilibre au sein de la société et qui crée du dynamisme, des idées. Enfin, voilà, on en a vraiment besoin, c'est pas qu'un buzzword. Habib Bamba, très rapidement, on voit un rapprochement entre des startups comme Bizao et des banques qui se diversifient de plus en plus, enfin des groupes télécoms qui se diversifient, qui deviennent presque des banques. Le lapsus est presque révélateur. C'est ça l'avenir demain de ces groupes comme Orange sur le continent africain, de mixer et d'accompagner des startups comme ça? Mais oui, nous, c'est tout à fait l'idée. Aujourd'hui, en fait, nous ne sommes plus uniquement des opérateurs télécoms, mais plutôt des opérateurs multiservices. Vous l'avez dit vous-même, avec des services télécoms, mais également avec des services financiers. On a Orange Money, on a Orange Bank qui est arrivé récemment. Et pour nous, aujourd'hui, finalement, nous sommes dans un esprit de partenariat. C'est de créer des écosystèmes, créer des marketplaces. Et ce qu'on souhaite également, c'est de faire de l'open innovation. Lorsque je parle d'Orange Digital Center et de nos écosystèmes d'innovation, c'est de pouvoir collaborer avec les acteurs du secteur. J'ai un exemple récent, puisque nous avons accompagné le CI20, qui est le consortium qui vient de se créer avec les startups, avec l'élite des startups ivoiriennes, donc Côte d'Ivoire Innovation 20. Et à Orange Fab, notre accélérateur, a accompagné cette initiative justement pour être au devant de la scène, pour dire voilà, comment on peut travailler ensemble pour sortir de belles choses et comment on peut sortir des services ensemble. Eh ben, on vous souhaite une belle suite de partenariats, vous deux. Merci d'avoir été sur notre plateau Inspire Connect et puis je vous souhaite une belle suite de journée avec toutes les activités qu'il y a sur cet événement. Merci beaucoup. À vous et merci à Bizao. Merci à vous, merci à Orange. Merci. Alain Lebert, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de cet événement BPI France. Vous êtes le directeur général de Piriou. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'activité de votre groupe? Bien sûr, Piriou est un chantier naval qui construit et répare les navires de ses clients. Et nous sommes implantés en France, en Bretagne, qui est notre lieu d'origine, mais aussi sur 2 autres continents, l'Asie et l'Afrique. Alors justement en Afrique, vous êtes sur un chantier de réparation navale en ce moment à Oné qui se trouve dans le delta du Niger, si j'ai bien compris. Et ça fait 15 ans maintenant, c'est ça? Absolument, ça fait déjà 15 ans que nous sommes installés au Nigeria, à Oné. Et nous avons créé 150 emplois dans ce pays, dans cette zone. Nous sommes très fiers parce que ce sont des emplois qualifiés. Nous avons créé une école de formation et des emplois durables puisque la réparation navale est un secteur d'avenir en Afrique. Et dans une zone qui peut s'avérer complexe. Dans une zone complexe où il y a des problématiques de sécurité, de pauvreté. Mais chez Piriou, l'engagement et l'audace sont des valeurs cardinales et venir au Nigeria est une expérience vraiment extraordinaire. Et justement, le thème de cet événement, c'est l'audace d'entreprendre. Vous avez eu cette audace d'entreprendre au Nigeria. Quels ont été en quelques mots les principaux défis que vous avez pu rencontrer ? Eh bien, accepter une différence de culture très importante et être humble face à une réalité qui est différente de la nôtre. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Mais répliquer également là où nous sommes, nos valeurs d'entreprise, l'engagement, bien sûr, le travail, la proximité avec nos clients, avec nos salariés, avec nos fournisseurs, et puis l'audace, parce que sans audace, on s'ennuie. Alors aujourd'hui, Piriou propose des solutions concrètes, notamment au delta du Niger. Vous pouvez revenir dessus ? Bien sûr. Aujourd'hui, l'évolution majeure que nous constatons, c'est que les armateurs internationaux sont remplacés petit à petit, et même très vite, de plus en plus, par des armateurs nigérians. C'est une évolution que nous constatons depuis plusieurs années et que le Covid a accéléré, puisque avec les difficultés de voyage, bien entendu, ce sont les nationaux qui de plus en plus prennent des parts de marché. Aujourd'hui, 80% de l'activité de notre chantier
sont au service des armateurs nigérians. Et ça pose des problèmes puisque ces armateurs doivent acheter des bateaux, renouveler leur flotte et qu'ils n'ont pas les moyens financiers de le faire. Et donc ce à quoi nous travaillons avec eux, c'est développer le bateau de demain, qui est moins polluant, plus sûr, plus rentable, avec des évolutions technologiques, mais aussi leur proposer un service de maintenance de leur flotte, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les services techniques nécessaires, et enfin et surtout, un financement adapté. Et si vous permettez, Tatiana, je vais vous citer 2 chiffres. Très rapidement. Nous, Piriou, nous avons investi 10 millions de dollars en 2012 et nous avons emprunté au Nigeria, auprès d'une banque nigériane. Le taux d'intérêt, c'était 7% et c'est devenu 12%. Quand c'est devenu trop cher, on est allé voir BPI France, qui nous a prêté à 3%. Et donc, notre message aujourd'hui, c'est de dire il faut aider les entreprises nigérianes à investir avec des taux d'intérêt raisonnables. Merci beaucoup Alain Lebert, directeur général de Piriou, et je vous souhaite une bonne continuation sur le programme riche de cet événement Inspire and Connect. Merci. Merci Tanzia. Abbas Badreddine, vous êtes président directeur général du groupe Plastica. Merci d'avoir rejoint notre plateau et vous êtes accompagné en face de vous de Joël Cadier. Vous êtes managing partner de Keys Finance Partners. Vous êtes impliqué dans l'accompagnement justement d'Abbas Badreddine depuis son entreprise quand elle était naissante, c'est ça ? Non, en fait, on a pris en cours, Abbas l'a vraiment développé, et c'est lorsqu'il a voulu se développer à l'extérieur du pays, notamment en France, que nous sommes intervenus pour l'accompagner dans l'acquisition d'une entreprise en France. Alors, racontez-nous un petit peu le début de Plastica avant d'arriver à un accompagnement extérieur. Donc, Plastica est une entreprise que j'ai récupérée en 2008. Elle avait été créée par mon père en 1999. On est arrivé à Plastica, on était une trentaine de personnes. Et aujourd'hui, Plastica, pour vous dire, c'est 2000 personnes. Donc, on a intervenu sur plusieurs sites de production. Et l'avantage que Plastica aujourd'hui a, c'est un marché régional. Donc, pour en arriver là à Plastica, on a commencé par un début très très difficile, qui a très vite été récupéré dans le bon sens. En agrandissant, en développant et en investissant tout ce qu'on gagnait, on investissait dans du matériel neuf et de pointe. Et aujourd'hui, je dirais que Plastica régionalement est très bien connu et on accompagne beaucoup les agro-industriels, les agroalimentaires des industries notamment pour l'emballage de leurs produits. Alors comment vous en êtes arrivé à bien solliciter l'accompagnement de Joël Cadier ? Joël Cadier nous a accompagnés dans le rachat d'une entreprise française qui s'appelle SES, qui est devenue aujourd'hui Plastica France. Donc il fallait être accompagné d'un expert. Et on a vu dans le cabinet de Keys Finance qui a récupéré le dossier et qui a fait un travail formidable. Et aujourd'hui, je peux que le remercier. Merci Abbas. Non, ce qu'il faut dire, c'est que le développement de Plastica au cours des 10 dernières années a été exceptionnel. Exceptionnel à plus d'un titre, mais notamment par les investissements industriels d'équipement qu'il a réalisés chaque année. C'est 4, 5, 6 millions d'euros d'investissement chaque année dans l'outil industriel. Donc il est parti d'une entreprise qui faisait 1 milliard de chiffre d'affaires en 2009-2010. Aujourd'hui, ça représente plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires. Présent au Togo, commercialement présent sur toute la région, et son idée était de dire, mais en Europe, il y a aussi un marché. Et puis, il est soucieux des phénomènes, des problèmes de recyclage, d'environnement. Donc il a regardé qu'est-ce qui pouvait se faire en termes de recyclage en Europe. Et c'est de là que l'idée est venue pour Abbas de regarder l'Europe. Comment trouver une entreprise de recyclage à racheter ? Et puis finalement, c'est une entreprise de fabrication dans la plasturgie qui a été sa cible et pour laquelle je l'ai accompagnée. Voilà. Et pour revenir sur le continent, donc il y a un pont qui a été créé. Est-ce qu'il y a une suite justement sur le continent ? Est-ce que vous allez aller par exemple au-delà de l'Afrique de l'Ouest et encore plus loin ? Est-ce que Plastica a cette ambition ? Parce que cette question du recyclage, elle est au-delà malheureusement des frontières de l'Afrique de l'Ouest. On est en plein projet pour l'Afrique de l'Ouest. Pour le moment, on reste en Afrique de l'Ouest et en France.
notamment peut-être développer une nouvelle industrie, peut-être en Espagne. Mais pour le moment, on reste concentré sur l'Afrique de l'Ouest. On est au Togo, on est à Abidjan et bientôt peut-être au Bénin aussi. Donc on a d'autres ambitions, excusez-moi. Après, je voudrais juste intervenir aussi sur... On a beaucoup parlé d'alliance entre la France, l'Europe et l'Afrique. Donc Abbas a fait un peu le chemin inverse parce que c'est lui qui est parti en France. Oui, justement, c'est ça qui est ça, assez, exceptionnel, particulier, et il compte bien le développer, puisqu'on est sur la création d'une centrale d'achat en Europe, de façon à pouvoir approvisionner l'ensemble de son groupe en matières premières et bénéficier évidemment des conditions et des facilités de financement en France. Je pense comme tout à l'heure l'a dit le président Jean-Marie Akka, il faut oser. Donc on essaie d'oser au maximum et nous sommes on avance. Oser entreprendre, c'est ce que vous avez retenu de la scène Inspire ce matin. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est une journée particulière aujourd'hui pour BPI France et ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inspiré ce matin? Écoutez, moi je crois à la jeunesse ivoirienne, même africaine, et je crois qu'oser doit venir de manière instantanée. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on a une croissance en Afrique formidable. Je pense qu'il faut oser, il faut aller de l'avant, il faut entreprendre. Et c'est un message que je lance aussi aux jeunes africains. Il faut croire en ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a besoin, il faut que chacun parmi nous, des entrepreneurs, on puisse impacter nos entreprises, impacter même nos familles, et pour avoir au moins un résultat escompté. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite encore plein de succès pour Plastica et bonne journée sur les événements BPI. Merci. Bonjour, Thierry Lacroix, vous êtes directeur Afrique de OnePoint, une entreprise française qui est spécialisée dans la transformation numérique et des entreprises et organisations. Vous avez assisté à la scène Inspire ce matin. 2-3 mots qui vous ont inspiré justement? Ce que j'ai trouvé, effectivement, bonjour Tatiana d'abord, et puis merci beaucoup pour cette invitation. Ce que j'ai trouvé exceptionnel aujourd'hui ce matin, c'est cette convergence finalement de vues sur l'ensemble des acteurs. Et c'est finalement ça qui va faire aujourd'hui que l'entrepreneuriat, que le tissu économique, bien entendu ivoirien, mais de la sous-région, va permettre de se développer. C'est cette convergence de points de vue avec tous les acteurs, les bailleurs de fonds, les grandes entreprises, les entrepreneurs et bien entendu le modèle, le secteur public. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on le voit sur un périmètre régional. Et c'est ça, je trouve, la force aujourd'hui d'être capable d'agréger l'ensemble de ces compétences sur l'ensemble de la zone UMOA, mais également avec des partenaires internationaux. On va revenir sur OnePoint qui a des spécificités, lesquelles? Tout à fait, OnePoint, c'est aujourd'hui, on se positionne comme l'architecte de la transformation à la fois des acteurs publics, mais également des acteurs privés. Et on fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes 2500 consultants, principalement basés à Paris. Et aujourd'hui, on a une volonté véritablement de se développer. On se développera bien entendu en France, mais on se développe également à l'international. Et cette volonté de se développer sur le continent africain date aujourd'hui d'il y a à peu près 12-18 mois quand j'ai rejoint le groupe. Aujourd'hui, je dirige ce développement sur le continent africain, avec finalement une ambition très simple, faire de l'Afrique un nouveau relais de croissance pour le groupe, et une ambition miroir, mais finalement qui est une conviction pour moi, qui est celle de faire de OnePoint un acteur africain. Et c'est fondamental, et je pense que c'est un narratif important. Ça veut dire avoir des implantations locales, ça veut dire des collaboratrices et collaborateurs locaux, ça veut dire des clients locaux et des partenaires locaux. Et une éducation numérique? L'éducation numérique, elle est fondamentale aujourd'hui parce qu'on a entre 15 et 20 millions aujourd'hui de jeunes qui sortent chaque année sur le continent africain et qui n'ont pas d'emploi, ou en tout cas peu d'emploi. Cette employabilité, à mon sens, est un enjeu crucial. Et cette employabilité, elle est également liée au secteur numérique. Cette employabilité, sinon elle sera, en tout cas il y aura des enjeux sur l'électronisme, ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui, et qui nécessite aujourd'hui d'avoir, c'est un enjeu de souveraineté pour les pays, c'est un enjeu d'inclusivité également, auprès des femmes, auprès des jeunes, sur l'ensemble du périmètre. Et donc c'est un sujet sur lequel nous on se positionne, sur lequel on a des convictions assez fortes. On travaille avec Smart Africa, typiquement, qui est basé au Rwanda, sur ces sujets-là, où on travaille autour de justement comment identifier des projets spécifiques qui vont nous permettre de mettre en place l'éducation dans le domaine du numérique, de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle. Et très rapidement, un petit mot sur justement la digitalisation des services publics aussi, qui pourrait être un peu plus poussée, selon vous?
Oui, tout à fait. C'est un sujet dont on parle depuis le début et dont on parle depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est une des raisons de ma présence également en Côte d'Ivoire. On travaille sur des sujets de digitalisation du cadastre. On va travailler sur des sujets de digitalisation des TPE, des PME, au bénéfice, dont le bénéficiaire est toujours un acteur public. Et c'est ça qui est fondamental, c'est que cette plateformisation de l'État dont on parle si souvent doit bien entendu rester au bénéfice des citoyens et au bénéfice des acteurs privés et des particuliers. Superbe. Thierry Lacroix, merci beaucoup. Vous êtes Merci le directeur Afrique de OnePoint. On vous souhaite une excellente journée sur l'événement Inspire and Connect. Merci beaucoup. Aurore Garnier, bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice associée du groupe ISAO. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Tatiana. Vous avez pu assister ce matin à la scène Inspire. Est-ce qu'il y a des mots justement qui vous ont inspiré ? Tout à fait, mais ce sont surtout les femmes qui m'ont inspirée, parce qu'on a des grandes femmes d'affaires qui sont intervenues ce matin. Donc c'est très inspirant pour une jeune femme chef d'entreprise en Afrique de l'Ouest. Alors justement, votre entreprise, c'est le groupe ISAO. Vous êtes dans la sûreté. Vous nous en dites un petit peu plus ? Oui, alors la sûreté, en fait, c'est la lutte contre les actes malveillants, c'est-à-dire là où il y a une volonté de nuire. Parallèlement à la sécurité qui, elle, va lutter contre les phénomènes imprévisibles, les accidents, les épidémies, les catastrophes naturelles. Donc la sûreté, elle prémunit l'entreprise contre toutes les formes de violences volontaires, les émeutes, les violences sociales, politiques, et évidemment le terrorisme, qui est une question très prégnante dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée. Ouais, parce qu'on rappelle qu'on est dans une zone où justement pour les entreprises qui veulent investir ont besoin d'être rassurées aussi et de savoir quelles vont être leurs options. Tout à fait, tout à fait. On assiste véritablement aujourd'hui à une judiciarisation du monde des affaires, des efforts de normalisation, et les bailleurs de fonds, tout autant que la société civile, appellent à davantage de sûreté. Et justement, la sûreté, c'est une caractéristique particulière d'ISAO sur laquelle vous avez choisi de vous impliquer en Côte d'Ivoire. Tout à fait. En fait, on est parti d'un constat en 2014, c'est que cette fonction sûreté, d'une part, elle devient cruciale pour les entreprises de manière à renforcer la résilience, à apporter aussi une amélioration pour les collaborateurs et à optimiser ces résultats. Et en fait, cette fonction sûreté, elle était quasi exclusivement importée, alors que la connaissance du terrain, elle est ici, elle est en Afrique. Donc c'est pour ça qu'au sein d'ISAO, on a décidé de valoriser l'expertise africaine et de l'accompagner de manière à produire des livrables qui sont aux meilleurs standards internationaux. Et justement, quel a été le premier défi rencontré, par exemple ? Est-ce que parce que c'était un domaine qui n'était pas peut-être exploré plus loin que ce que vous l'avez fait, ça a été un défi ? Tout à fait, oui, parce qu'en fait, on a évidemment une absence de formation sur ce type de métier. C'est très récent en Europe, ça a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et en Afrique, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, c'est un vrai challenge, un enjeu d'amener nos jeunes collaborateurs à renforcer leurs capacités en termes de sûreté, d'ingénierie. Alors, on travaille dans l'intelligence économique, l'intelligence d'affaires, l'ingénierie de sûreté. On a aussi toute une partie digitale et cyber qu'on essaye de renforcer aujourd'hui. C'est très inspirant aussi de voir ces jeunes collaborateurs monter en compétences au fur et à mesure des années. Et justement, vous parliez de digital, de cyber, de sécurité urbaine. Ce sont les enjeux de demain finalement ? Tout à fait. Je pense que c'est là exactement où la sûreté doit aller. C'est-à-dire qu'on doit sortir du gardiennage de la vidéoprotection pour aller sur des nouveaux métiers. Donc évidemment le digital avec des capacités prédictives de manière à faire de l'analyse de risque prospective. Évidemment la cyber, on en a parlé, c'est un vrai sujet dans l'espace UMOA. Et puis la sécurité urbaine et être en amont des projets pour intégrer cette fonction sûreté dès la conception des ouvrages. Merci beaucoup Aurore Garnier, vous êtes fondatrice et directrice associée du groupe ISAO. Je vous souhaite une excellente journée sur la suite des événements BPI France, Inspire and Connect. Merci beaucoup. Plein de succès à vous. Bonne journée. Merci beaucoup Flora Yapo du groupe Salveo Hadid d'être avec nous sur ce plateau, et vous êtes en face de Aïssata Kouyaté du groupe CMO SAS. Oui. Mesdames, une chose vous réunit, c'est l'OSCI. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce qu'est l'OSCI ? D'accord. Pour parler de l'OSCI, c'est une fédération de professionnels
qui ont plusieurs activités, qui interviennent à tous les stades de la chaîne de valeur de l'internationalisation des entreprises françaises. Donc, ils ont ils proposent des services par métier, par zone géographique et par secteur d'activité. Donc, pour faire simple, ils accompagnent les entreprises dans tout ce qui est action commerciale, tout ce qui est développement à l'international, mais aussi ils choisissent l'internationalisation appropriée pour une entreprise ou pour une organisation. Flora Yapo, oui. Moi, je peux compléter pour dire que l'OSCI, c'est plus de 150 adhérents. C'est reparti sur 130 pays. C'est plus de 50 000 entreprises. C'est plus de 50 000 entreprises accompagnées à travers le monde. Et comment ça a été créé? Quand est-ce que ça a été créé? Quand est-ce que ça a été mis en place? L'OSCI, ça fait quelques années. Je n'ai pas la date exacte de démarrage. Concrètement, en Côte d'Ivoire, quelles sont les actions que vous pouvez, par exemple, nous décrire? Et c'est toujours dans le cadre de l'accompagnement des entreprises. Mais d'entreprises, par exemple, que vous avez accompagnées Non. D'accord, on va rebondir sur le cas de CMO, parce que CMO déjà fait partie de l'OSCI. Et CMO, par l'intermédiaire de nos clients, nous sommes intervenus sur des marchés à Abidjan ici. On a eu à accompagner des entreprises qui ont voulu savoir plus sur un secteur bien précis, parce qu'ils veulent avoir des visions. C'est vrai qu'il y a des chiffres, mais il faut les accompagner par des actions, des études de marché sur un secteur bien précis. Et lorsqu'on apporte ça au donneur d'ordre, il est parfaitement... il sait quoi faire, il sait quelle stratégie mettre en place pour atteindre ses objectifs. Vous nous parliez justement de CMO. On va juste rapidement revenir sur la genèse de CMO SAS. D'accord. CMO a été fondé en 2009 par Philippe Cordier, c'est un Français, et qui est basé au Sénégal, bien entendu à Dakar, et qui a une représentation à Abidjan. Bientôt filiale à Abidjan. Et couvre 8 pays en Afrique de l'Ouest à travers 4 domaines de compétences, appui, conseil, développement commercial, intégration IT et tout. Donc là, c'est des domaines très larges. Oui, des domaines très larges. Flora Yapo, je reviens vers vous. Vous êtes dans le groupe Salvéo Adit. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe? Et justement, Salvéo est filiale de l'Adit. L'ADIT, c'était l'anciennement Agence d'État de guerre économique. Vous pouvez rapprocher. Ouais. Oui, comme je disais, Salvéo est filiale de l'ADIT. ADIT qui était anciennement Agence d'État de guerre économique, qui a été finalement privatisée en 2011 et qui couvre l'âge, disons, couvre tout le continent européen avec cette filiale. Et plus de 500 collaborateurs repartis sur l'ensemble des pays. Alors, nous avons quelques métiers, pour ne pas dire 5 métiers. 5 métiers concernant l'ADIT, justement. C'est le renseignement d'affaires, c'est la diplomatie d'affaires, c'est l'éthique, c'est la sécurité d'affaires et enfin le développement des affaires. Et justement, quelle est votre cible aujourd'hui ou quels sont les défis que vous avez pu rencontrer pour mettre ce genre de service en place? Je ne vous ai pas saisi. Quels sont les défis que vous avez pu rencontrer pour proposer ce genre de service? Les défis, c'est surtout apporter, comment je peux dire, des analyses, c'est apporter un certain nombre d'informations assez fiables pour pouvoir aider ces entreprises à pouvoir s'externaliser en toute tranquillité, exercer sur certains périmètres. Là, en ce moment, sur la zone CEDEAO, nous savons un peu tout ce qui se passe avec tous ces groupes armés. Et donc, quand nous parlons par exemple de sécurité d'affaires, c'est avec les autorités locales, c'est de mettre en place des systèmes sécuritaires pour aider tous ces entrepreneurs, ces groupes de travail et tout ça qui agissent un peu partout, surtout sur des zones qui sont assez exposées. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été sur ce plateau avec nous. Flora Yapo du groupe Salvéo Adit et Aïssata Kouyaté. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Sur la journée Inspire and Connect.